Alors, j'en viens aussi à cette autre notion qui m'a l'air un peu bizarre, mais c'est l'idée que la vie humaine est polarisée entre prose d'un côté et poésie de l'autre. Ça veut dire quoi la prose dans la vie? Ce sont les choses que nous sommes contraints de faire par obligation, pour survivre, et qui ne nous donnent aucun plaisir, aucune joie. Et la poésie, c'est ce qui, au contraire, nous donne une satisfaction profonde, nous fait communier, nous fait aimer, nous fait jouir, et nous pouvons trouver la poésie, bien entendu, dans l'amitié, dans l'amour, dans la danse, dans la fête, dans un match de football avec l'équipe que nous suivons, etc. Or, il est très important de penser, surtout dans notre époque où on réduit tout à l'économie, donc à la prose de la vie, de penser qu'il y a ce besoin humain de poésie et de véritable vivre par rapport au survivre. Et tout ça est évidemment invisible aux technocrates et aux éconocrates qui, effectivement, ont l'hégémonie intellectuelle dans notre société. Alors, cela étant dit, se dire qu'il faut, et je crois que toute conception politique doit avoir basée sur une conception de ce que c'est qu'être humain. Vous l'avez eu chez Marx, vous l'avez eu chez Fourier, vous l'avez eu même chez les penseurs réactionnaires. Vous avez cette conception. Bon, donc, là, maintenant, il y a la question de la connaissance. Là aussi, il y a cette idée illusoire qui règne. Nous vivons dans une société de la connaissance. Pourquoi? Effectivement, parce qu'à travers Internet, à travers les médias, à travers tous ces moyens-là, il y a une diffusion, une multiplication de connaissances. Seulement, on est dans une société des connaissances séparées et dispersées. On n'est pas dans une société de la connaissance, parce que la connaissance est quelque chose qui se réunit, qui est capable de faire des synthèses. Or, là-dessus, nous vivons dans une connaissance qui est unilatérale. Et, par exemple, prenez la connaissance du bien-être par rapport, ou de la misère, par rapport au calcul économique. Alors, des sociétés indiennes de chasseurs-ramasseurs, en Amazonie par exemple, mais il y en a eu aussi dans le désert du Kalahari, dans l'étude qu'a fait Marshall Salins, qui s'appelle une société d'abondance, c'est-à-dire une société de chasseurs-ramasseurs vivant dans le désert, trouver le moyen de vivre tranquillement en ne travaillant que 3 heures par jour et le reste du temps ayant du loisir. Bon, ces sociétés de chasseurs-ramasseurs, elles réussissent à subvenir à leurs besoins en dehors de toute économie monétaire. Quels sont, pour un économiste, quel est le niveau de vie? C'est la misère extrême, parce qu'ils n'ont même pas $1 par jour. Ils sont d'abord... Mais alors, une fois que ces sociétés sont disloquées par l'arrivée de la soi-disant civilisation, et qu'à ce moment-là, les malheureux perdent la communauté, sont obligés de gagner leur vie, sont obligés d'aller dans des bidonvilles, etc. À ce moment-là, ils vont, par la mendicité, par des petits boulots, ils vont trouver $1, $2 par jour. Et à ce moment-là, pour l'économiste, la misère régresse. La prospérité progresse parce que les chiffres montent, le progrès. Et ceci est vrai dans toutes ces sociétés du Sud où l'on détruit l'économie de subsistance et où on introduit l'économie militaire, mais en même temps le chômage, les bidonvilles, l'absence de travail, etc. Et donc les petits boulots misérables. Donc nous avons une connaissance fausse, insuffisante quand elle est fondée sur cette économie. Alors, cela étant dit, nous avons aussi,
Et nous le voyons du reste au cours de cette campagne électorale. Nous voyons ce phénomène où la connaissance est réduite et enfermée dans l'Hexagone. Bien entendu, nous avons des problèmes spécifiques et des problèmes spécifiques que nous pouvons essayer de traiter dans le cadre de notre nation. Mais, en réalité, vous savez très bien qu'avec la mondialisation, non seulement nous sommes dans un monde tourmenté et convulsif, mais que ce monde est lui-même à l'intérieur de nous-mêmes. Et dans le fond, quand on parle de la France, il faut d'abord dire nous sommes dans ce monde-là. Le paradoxe d'aujourd'hui, c'est que, alors que la mondialisation a créé une interdépendance, a créé une intersolidarité, elle a créé, j'y reviendrai tout à l'heure encore, une communauté de destin entre tous les humains de tous les continents, de quels qu'ils soient, parce que nous avons les mêmes périls communs, qu'ils soient nucléaires, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient ceux du fanatisme, qu'ils soient ceux du pouvoir de la finance, etc., au moment où nous avons un destin commun et où ce destin commun devrait s'imposer à nos consciences, au contraire, nous voyons la refermeture identitaire, comme on dit, la refermeture sur soi-même, sur son nationalité, sur sa religion, sur son particularité, et avec la peur ou la haine de l'autre, de l'étranger. Avec là aussi une chose qui manque terriblement, c'est la compréhension d'autrui. Parce que qu'est-ce que c'est que comprendre autrui? Comprendre autrui, c'est comprendre l'autre, à la fois dans son identité à nous-mêmes, parce qu'il est humain comme nous, il est capable des mêmes joies, des mêmes souffrances, des mêmes malheurs, des mêmes bonheurs, mais en même temps, il est tout à fait différent de nous par sa culture, par son caractère, par ses croyances, par ses rites, par ses habitudes. Alors, comprendre l'autre, c'est comprendre qu'il est différent, tout en étant en même temps semblable à l'autre. Et c'est ça qui manque terriblement, parce que nous avons une connaissance qui est formée toujours sur une base dichotomique, binaire. L'étranger, c'est l'étranger, et nous, c'est nous. Donc, il y a ce problème, cette refermeture qu'on appelle du mot bébête de populiste aujourd'hui. Parce que vous savez, le mot populiste, c'était un mot qui a été en Amérique latine au début du XXe siècle, enfin la première partie, et qui signifiait des mouvements d'émancipation des peuples indigènes qui étaient soumis à la domination de la population des anciens colonisateurs. C'était ça le populisme. Et aujourd'hui, on emploie ce mot pour définir au contraire des systèmes qui tendent vers des formes de régimes autoritaires et où justement on diminue les pouvoirs du peuple. Et autrement dit, plus M. Erdogan diminue les pouvoirs du peuple turc, plus il est populiste. Voilà un peu la logique qui règne aujourd'hui. Alors, donc, voici ce problème de la connaissance et qui tend à être fermé. Il faut nous réinsérer dans le monde, il faut nous réinsérer dans cette communauté de destin et sans perdre de vue, bien entendu, nos problèmes propres ici à nous. Et c'est et c'est dans ce domaine-là que, dans mon livre « La Voie », j'ai essayé de définir une politique, plutôt des directions, des impératifs qui se semblaient contradictoires, mais dont il faut maintenir la contradiction entre les termes. Pourquoi? Parce que je pense que, par exemple, prenez ce thème de la croissance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les apôtres de la croissance, qui sont du reste de moins en moins nombreux, et il y a les apôtres de la décroissance. Ce que je dis, c'est qu'il faut lier croissance et décroissance. Il faut savoir ce qui doit croître et ce qui doit décroître. Qu'est-ce qui doit croître? Et c'est évidemment l'économie de solidarité. Ce qui doit croître, c'est l'économie écologisée, c'est-à-dire celle de l'énergie propre, celle
qui va produire, celle qui va faire que l'agriculture fermière et l'élevage fermier ou biologique vont reconquérir des terres sur l'agriculture industrialisée, laquelle stérilise les sols, donne des produits insipides et souvent dangereux. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui doit décroître? On va trouver toute une économie qui doit croître et toute une économie qui doit décroître, c'est-à-dire l'économie qui est fondée des produits qui n'ont pour seul vecteur la publicité, l'économie de ces boissons sucrées gazeuses qui rendent obèses nos enfants, l'économie de ces produits soi-disant donneurs de beauté, de jeunesse, de séduction. Il y a toute une économie de la futilité, de l'insignifiance, et en plus, il y a l'économie du jetable, cette économie qui produit des voitures, des frigidaires, des ordinateurs condamnés à mourir au bout de 8 ans pour qu'on puisse les renouveler et qui sans arrêt changent de mode pour pousser les consommateurs à changer le modèle et avec tous ces produits jetés, alors que dans toute économie normale, on répare, on ne jette pas, on ne jette que ce qui vraiment est complètement détruit. Donc, vous avez toute une économie. Il s'agit aujourd'hui de recenser un peu ce qui décroît et de décroître et échapper à l'alternative croissance ou décroissance. Oh. Prenons maintenant le développement. Alors là aussi, c'est le nouveau dogme. Le développement, dans le fond, c'est le mode occidental qui doit dominer la planète, car il apporte la solution à tout ça. Or, il est vrai que le développement technique, scientifique, occidental, peut apporter des éléments très positifs dans des pays où il y avait de nombreuses carences et lacunes. Mais il faut dire aussi que le développement tend à détruire les solidarités traditionnelles et tend à dégrader les civilisations traditionnelles. Dans un sens, on peut dire qu'il y a un aspect positif, parce que vous pouvez dire « Ah, le mode occidental donne une place nouvelle à la femme qui n'existait pas. » Vous pouvez dire « Les jeunes peuvent maintenant se marier librement, alors qu'avant ils ne pouvaient pas, ils étaient prisonniers de l'autorité parentale. » Enfin, il faut reconnaître les choses positives. Mais la chose la plus négative, c'est la destruction des solidarités traditionnelles et sous le fait que ce qui est déjà arrivé ici, chez nous, c'est que chez nous, toutes les anciennes solidarités de la grande famille ont disparu avec la grande famille, les solidarités de village ont disparu avec les villages, et dans les villages où restent quelques agriculteurs, ils sont refermés de la télévision. La solidarité de travail se sont dégradées. Je dirais même les solidarités spontanées de la rue. Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, quand à Paris, une personne tombait dans la rue, aussitôt, les passants voisins allaient voir de quoi il s'agissait, apporter leur aide. Aujourd'hui, la personne tombe, les gens continuent leur chemin en disant il n'y a que les flics n'ont qu'à venir ou le SAMU n'a qu'à venir. Donc, si vous voulez, il y a une dégradation. Or, nous apportons une dégradation des solidarités dans ces civilisations. Alors, je dirais, il faut allier le développement à l'enveloppement. Nous avons tous besoin, nous aussi, là, d'être enveloppés dans des communautés, dans de la chaleur humaine, dans de l'amitié, dans de la fraternité. Donc, vous voyez, développement et enveloppement.